Deux monarques, Henri IV et Louis XIV. L'un ambitionne de relier la Méditerranée à la Manche, l'autre la Méditerranée à l'Atlantique. Deux souverains rêvent, deux génies l'ont fait. Derrière ces images paisibles, plus de 3 siècles d'oubli ou de gloire pour deux hommes, Cogniet le Tourangeau et Riquet l'Occitan. Ces deux personnages, par désignation ou opportunité, instruments d'un grand dessein royal, vont réaliser chacun en leur temps les fontaines du pouvoir, version utilitaire. Le canal de Briare pour l'un, le canal du Midi pour l'autre. Deux œuvres colossales qui fonctionnent encore de nos jours. Mais quand le destin se mêle du sort des hommes, il ne connaît ni pitié ni justice. Monsieur Riquet, lui, est né en 1609, en la ville de Béziers. Il est issu d'une riche famille de financiers. Son père fera des affaires quelque peu douteuses. Il ne veut pas être homme de loi, il veut être fermier des gabelles. Avis à la population. Toute personne doit acheter une mesure de sel pour financer le trésor royal. L'impôt sur le sel. C'est avec cet impôt qu'il va financer son canal. En 1632, il épouse Catherine de Millau, originaire de Béziers, tout comme lui. Et en 1648, il devient fermier des gabelles du Haut-Languedoc, ici, à Rovelle. Et en 1652, il achète le domaine de Bonrepos. Un jour, un certain François Andréossy se présente au domaine de Bonrepos. François Andréossy est ingénieur, cartographe, italien d'origine. Monsignore, je viens vous voir de la part de Monseigneur d'Anglole. Je viens vous aider à faire les canals. Certes, monsieur, certes, mais est-ce que Monseigneur Colbert a reçu mon courrier? Oh, mieux que cela, monsieur. Vous êtes attendu à Paris. Les rois s'intéressent au projet. Et pour cause, Louis XIV a de bonnes raisons d'être séduit. Relier les deux mers, voilà une mesure à la dimension du prestige royal. Économique, stratégique et militaire pour éviter le détroit de Gibraltar, il y a du Versailles dans ce canal. Alors quand Riquet présente son projet, il fait mouche. Quelle motivation peut bien pousser un vieil homme richissime à se lancer seul dans une entreprise pharaonique sans aucune connaissance hydraulique? Jacques André, directeur du musée du Canal du Midi à Saint-Féréol. Ses compétences sont relativement simples, il est très très fort en calcul, évidemment, du fait de ses fonctions. Par contre, donc c'est un homme de finance, mais il n'y connaît absolument rien en génie civil. Il confessera à Colbert dans ses différents écrits son ignorance totale de ses connaissances donc en latin et en grec, justement, ce qui quand même constitue le maître étalon de l'intelligence à l'époque. Alors effectivement, c'est la principale interrogation. Pourquoi est-ce que cet homme qui s'engage dans une œuvre colossale à 57 ans, alors que l'espérance de vie à l'époque ne dépasse pas 40 ans, donc, pourquoi est-ce qu'il s'engage dans un projet aussi fou? Alors, les réponses sont multiples, mais il y en a une qui est certainement supérieure aux autres, c'est tout simplement parce qu'en fait, Riquet est d'ascendance noble, qu'aujourd'hui les bourgeois, de par les allées de l'histoire, l'histoire familiale, commencée donc en Italie, et cet homme cherche à garantir l'avenir de sa famille dans la société Ancien Régime. Il veut offrir une place de choix dans cette société où la bourgeoisie ne compte pas encore. Il va donc essayer de trouver un système, une idée qui va lui permettre donc de récupérer un titre de noble. Et cette idée, il va la trouver là, à 150 km de Paris. Il s'empresse d'exploiter le filon, à savoir un ancien droit féodal transmissible aux héritiers. Autrement dit, un texte qui confie toute la gestion et l'exploitation d'un service public à un privé pour des générations, grâce à l'érection du canal en fief. C'est ce qu'il va négocier avec Louis XIV, en fait, à travers Colbert. Et donc, par voie de conséquence, Riquet deviendra noble, avec tous les droits afférents, ce qui va lui procurer à terme une fortune colossale. Enfin seigneur du canal, le baron de Bonrepos, avec sa terre et son fief, ne se reposera jamais. Alors Riquet, c'est certainement un des hommes les plus remarquables que je connaisse, dans la mesure où Vauban a dit « Le canal du Midi, sans contredit, le plus bel, le plus noble ouvrage jamais construit de la sorte, j'eus préféré la gloire à tout ce que j'ai fait ou viendrait à faire. » Donc quand on voit qu'un homme comme Vauban rend hommage de la sorte à un type comme Riquet, que c'est pas un individu banal, il va réussir à démontrer la faisabilité d'un projet dont on cherchait la solution depuis plusieurs siècles. Sauf que, dans l'histoire des canaux, il n'est pas le seul génie. Loin d'être anecdotique, la construction du canal de Briare, réalisée par Cogniet un demi-siècle plus tôt,
révèle un homme très en avance sur son époque qui va tirer du néant un ouvrage énorme. Un homme de grand talent qu'on pourrait qualifier de riquet septentrional et qui pourtant demeure inconnu de la plupart d'entre nous. Étudier l'un exige de considérer l'autre pour tenter de comprendre pourquoi l'un sera adulé et l'autre délaissé. L'ingénieur tourangeau Hugues Cogniet vient de remporter à l'extinction de la chandelle, et sans qu'il se soit trouvé quelqu'un qui ait voulu moins dire, l'adjudication du canal de Loire en Seine par le loin. 505 000 livres pour tracer, creuser, aménager un canal entre Loire et Seine. Voilà ce qu'accorde notre bon roi Henri et son ministre, Sully. Ils veulent ainsi favoriser les échanges entre nos régions et éviter les disettes parisiennes. On connaît peu la personnalité de Cogniet et pas du tout son visage. Aucun tableau, aucun portrait, aucune statue ne le représente. On manque de renseignements sur son ascendance. Né à Tours en 1567 d'une famille honorable, il est en 1624 secrétaire en la chambre du roi. Célibataire sans descendance, il a eu l'heureuse inspiration d'écrire, et de beaucoup écrire. Manuscrits, documents techniques, vues personnelles et même traités de navigation. C'est uniquement grâce à ses écrits et ses actes qu'il sera possible d'en déduire ses qualités. À Briard, un homme discret, éclusier historien, ne tarit pas d'éloges envers lui. Bruno Vital, agent d'exploitation, service navigation Briard. Je pense que si même à Briard on demandait aux gens qui a eu Cogniet, qui a construit le canal de Briard, j'ai peur malheureusement que beaucoup de gens ne le sachent pas. Non, je connais pas Hugues Cogniet. J'habite Briard depuis 15 ans, mais je connais pas. Non. Cogniet, on lui donne le titre d'ingénieur aussi, parce que avant de se lancer sur le canal de Briard, il avait construit des écluses. Lui, il avait ça dans le sang. J'ai retrouvé des écrits des inspecteurs qui sont venus contrôler le travail. Ils disent bien qu'il fallait avoir un génie, un sens de la navigation et de tout pour avoir conçu ce canal. Il a écrit noir sur blanc qui faisait quoi, qui a inventé l'écluse. Pour moi, c'est un génie. Hugues Cogniet est doué d'une vaste intelligence, ingénieur et constructeur. Il nous faut déplacer plus de 600 000 tombereaux de terre avec nos seules pioches, pelles, paniers et brouettes et construire de nombreux ouvrages comme ces écluses modernes à double porte. Elles vont nous permettre de franchir la montagne et d'atteindre le niveau des eaux à 45 mètres au-dessus du niveau de la Loire. Je vais l'attaquer de front, à Rosny, par une échelle d'écluse accolée. Ah, la belle aventure! Comme Riquet, ce sera pour lui le chantier d'une vie. Ingénieur audacieux, enthousiaste, savant et expérimenté, doué d'une volonté hors norme, il a réalisé une œuvre absolument nouvelle et inédite, ni plus ni moins qu'un escalier à bateau. Pour lui, le chantier n'est pas un long fleuve tranquille. Il doit lutter contre les seigneurs, mécontents qu'on empiète sur leurs terres, contre les villageois qui pillent les matériaux et même contre les gardiens ripoux. La France va mal au sortir des guerres de religion. Disettes, brigandages, chemins impraticables. Le roi mise sur les voies d'eau pour approvisionner rapidement Paris et ramener la paix. Heureusement, en 1608, Henri IV lui-même vient visiter le chantier. Il ne peut qu'apporter son soutien inconditionnel à Cogniet, ce qui a pour conséquence d'intimider ses opposants. Hugues Cogniet a commencé les travaux donc en 1604 et il avait eu à ce moment-là le génie de découvrir l'ancêtre du ticket restaurant. Donc, il y avait quand même 6000 personnes qui travaillaient au creusement du canal de Briard. Les ouvriers recevaient 3 jetons qu'on appelait des méros. L'un, une gerbe de blé donc, qui correspondait à l'obtention du pain. Celui-ci avec un porc correspondait à la viande.
dernier une coupe avec du raisin, donc qui correspondait au vin. Et donc ces 3 jetons permettaient de nourrir les ouvriers. En 1642, année de l'ouverture du canal, un homme avide des questions d'arrivée d'eau vient visiter l'ouvrage. Cet homme n'est autre que Riquet. Riquet est venu voir ce que Cogniet avait fait sur le canal de Briare et qu'il a pris plein d'idées pour refaire chez lui. La seule chose qu'il n'a pas réussi à refaire, c'est comme Cogniet, c'est faire des écluses à bajoyer verticaux. Lui, Riquet a refait ce qui se faisait dans l'ancien temps, des écluses ovales. Le gros souci de Riquet, c'est d'aller très très vite. La mort le talonne, il a 57 ans, on l'a dit tout à l'heure. Il faut aller vraiment très très vite. Il n'est pas à l'abri d'une épidémie, d'une infection. Donc il va déjà mettre en place un volet social. Il est obligé d'avoir le maximum de personnes. Il en aura jusqu'à 12 000 sur ces différents chantiers. Il faut aller très très vite. Donc pour avoir le maximum de personnes, il faut être généreux. Donc il va mettre en place un volet de gestion du personnel qui lui permet d'être très attractif. Il paie 2 fois plus cher les ouvriers, il les mensualise, il leur fournit les outils. Il va également donc créer un embryon de sécurité sociale. Donc très rapidement, il va structurer son chantier de façon très très militaire pour éviter de perdre du temps. La situation lui est favorable et il ne tardera pas à être sacré au panthéon des bienfaiteurs de sa région. Des milliers de photos et de reportages ne sont pas près de le faire oublier dans son Languedoc, car ailleurs... Riquet. C'est le bassin de la Villette, c'est ça? Pourquoi cette station Riquet? Qu'une idée, je ne sais pas qui c'est. Peut-être un général ou... Qu'une idée, désolé. La reconnaissance du Sud-Ouest à son héros semble ne pas avoir de limite. Statues, allées, plaques, écoles, associations, commémorations, jusqu'à ce mausolée gigantesque du seuil de Naurouz. Alors, manipulation ou mérite? Effectivement, Riquet est certainement un des super-héros de la région. Sauf qu'effectivement, ces différentes commémorations en fait, s'inscrivent dans un contexte très particulier. En fait, c'est une époque à laquelle Napoléon qui crée une compagnie de gestion pour le canal du Midi, suite prise en main du canal par les révolutionnaires, et donc met en place un système de redistribution des parts sociales. Et à ce moment-là, donc, les descendants d'André Ossic et la famille Riquet va contrecarrer cette demande dans un grand procès qui va durer plusieurs décennies, et ils vont commencer par marquer la réalité de l'œuvre de Riquet par différentes traces qui vont permettre de dire, voilà, c'est pas André Ossic qui a réalisé le canal, c'est bien notre aïeul, c'est bien Riquet, et on le marque, on le démontre avec ces différents éléments. Défunt, il aura aussi une sépulture à sa démesure, une cathédrale pour tombeaux. Revenons à Briare où un événement majeur va sceller à jamais le destin de Cogniet. L'assassinat d'Henri IV en 1610 et la disgrâce de Sully vont mettre un frein irrémédiable à l'entreprise. Il est vrai que c'est fort dommage que Cogniet n'ait pas la renommée que Riquet a chez lui. Oui, mis à part le nom d'un quai, voisin du canal, il n'y a rien d'autre sur ce personnage. La légende de Cogniet n'aura pas lieu. Personne ne sait où il est enterré. Pas de famille pour célébrer ses mérites. Pas de mausolée, mais 1 ou 2 plaques à sa mémoire. Les grands hommes ne font pas toujours de grands morts. Le canal de Briare et le canal du Midi seront les derniers grands ouvrages, à l'origine desquels on verra un bonhomme. Donc Cogniet et Riquet, bon Riquet on sait il s'est beaucoup inspiré des travaux de Cogniet, on ne peut pas lui en vouloir, au contraire même il fallait bien prendre les bonnes idées là où elles étaient. À Cogniet on reconnaît l'invention de l'écluse multiple qu'il emploiera avec succès à renier les 7 écluses. Et que bien sûr Riquet reprendra à Foncérane, à côté de Béziers. Ouais, c'est vrai que si on écoute nos amis occitans, Riquet a tout inventé. Bon, il faut quand même sérieusement nuancer. Il a beaucoup emprunté des idées de Cogniet. Cogniet était quand même le grand bâtisseur, l'inventeur du canal moderne. Tous les canaux qui ont suivi le canal de Briare, tous les grands canaux à biais de partage,
ont été copiées de Cogniet, le canal de Brière. Mais c'est toujours les mêmes principes qui prévalent. Des principes mis au point il y a maintenant 4 siècles par ce tourangeau génial, Hugues Cogniet. Il nous reste aujourd'hui ces fleurons du tourisme paisible, leurs charmes et leurs écluses. N'oublions jamais que ce n'est pas à la hauteur du piédestal de la statue qu'on mesure un grand homme. Si consacrer 10 minutes à Cogniet vous a paru long, c'est néanmoins ma modeste contribution à sa réhabilitation. Avec, à lui aussi, l'attribution bien méritée du titre de Seigneur des canaux.